Bonjour et bienvenue à tous dans ce parcours pédagogique sur la pseudopolyarthrite rhizomélique et la maladie de Horton. L'objectif de ce focus aujourd'hui est de comprendre tous ensemble les notions essentielles pour apprendre le cours sur la pseudopolyarthrite rhizomélique et la maladie de Horton. La maladie de Horton est une vascularite systémique primitive correspondant à une panartérite segmentaire et focale des artères de grand et moyen calibre. Il s'agit de la vascularite la plus fréquente. Elle touche les personnes de plus de 50 ans avec un ratio de 2 femmes pour un homme. Elle atteint préférentiellement les branches de la carotide externe, mais toutes les artères à destinée viscérale peuvent être atteintes. La pseudopolyarthrite rhizomélique est un rhumatisme inflammatoire très fréquent. La maladie de Horton et la pseudopolyarthrite rhizomélique peuvent survenir indépendamment l'une de l'autre, mais elles sont souvent intriquées. Il s'agit d'un continuum. Premièrement, la pseudopolyarthrite rhizomélique est associée à la maladie de Horton dans 15% des cas. Deuxièmement, la pseudopolyarthrite rhizomélique évolue vers une maladie de Horton dans 20 à 40% des cas. Il faut donc rester vigilant. Troisièmement, la maladie de Horton est associée à la pseudopolyarthrite rhizomélique dans 50% des cas. La démarche diagnostique repose sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques. La clinique est très évocatrice, avec un tableau survenant en moins de 15 jours d'arthromyalgie inflammatoire des ceintures scapulaires, pelviennes, bilatérales et symétriques, occasionnant à votre patient une impotence fonctionnelle majeure, des réveils nocturnes et un enraidissement matinal. Il s'y associe de façon constante des signes généraux avec une altération de l'état général. Un fébricule, une perte de poids, une asthénie, une anorexie. Il existe également, de façon rare, mais on le voit parfois, des manifestations périphériques à type de synovite ou de ténosynovite, des mains ou des pieds, qui doivent faire éliminer avant tout une polyarthrite rhumatoïde, car il s'agit d'un diagnostic différentiel très important. Je vous le rappelle, ces manifestations périphériques, comme je viens de vous le dire, sont rares dans la pseudopolyarthrite rhizomélique. Le bilan biologique, quant à lui, vous montre un syndrome inflammatoire marqué et dans 20% des cas, une cholestase anictérique, avec une ascension des gamma-GT et des phosphatases alcalines. Il n'existe pas de test biologique spécifique, tout comme dans la polyarthrite rhumatoïde et dans le lupus. À l'imagerie, il est possible de voir des bursites sous-acromiales et péritrocantériennes. Voici un exemple à l'échographie d'épanchement au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne avec une hyperémie au Doppler couleur. On peut également voir ces bursites à l'IRM ou au PET scan. Passons désormais à la maladie de Horton. La démarche diagnostique concernant la maladie de Horton repose également sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques et surtout une association de signes vasculaires, crâniens et oculaires. On retrouve, premièrement, des céphalées inhabituelles, récentes, temporales. On retrouve, deuxièmement, une claudication intermittente de la mâchoire et de la langue. On retrouve, troisièmement, une hyperesthésie du cuir chevelu avec une cygne du peigne ou une nécrose du scalp, comme vous pouvez le voir sur l'image projetée. Quatrièmement, on retrouve des artères temporales indurées et saillantes avec une abolition des poux temporaux. Sur la photo projetée, vous pouvez voir les artères temporales indurées et saillantes. Cinquièmement, il existe une baisse d'acuité visuelle dans 15% des cas, une diplopie, un flou visuel et ces éléments doivent absolument être recherchés. Cela est indispensable et font la gravité de cette pathologie car elle peut conduire à une cécité.
Puis, on retrouve également les mêmes signes que dans la pseudopolyarthrite rhizomélique. Dans 50% des cas, il s'y associe des arthromyalgies inflammatoires des ceintures scapulaires et pelviennes, une altération de l'état général souvent plus marquée que dans la PPR et également un syndrome inflammatoire biologique souvent plus marqué. On retrouve également parfois la cholestase anictérique. La biopsie de l'artère temporale est non systématique et non indispensable au diagnostic. Il faut la réaliser en cas de doute diagnostique si votre tableau n'est pas typique. Elle n'exclut pas le diagnostic si elle est négative. Et elle doit surtout en aucun cas retarder l'initiation de votre traitement par corticoïdes puisqu'il s'agit d'une urgence thérapeutique. La biopsie de l'artère temporale doit être réalisée cependant dans les 15 jours d'initiation du traitement par corticoïdes car sinon elle risque d'être négative, à défaut. Elle doit être réalisée du côté le plus symptomatique. Si votre patient a des céphalées temporales droites, privilégiez ce côté. Si ces céphalées sont à gauche, choisissez le côté gauche. Le prélèvement doit être de bonne taille, d'au moins 1,5 à 3 cm. Après analyse de cette biopsie en anatomopathologie, on met en évidence une panartérite segmentaire et focale granulomateuse à cellules géantes, caractéristique de la maladie de Horton. Pour retenir le diagnostic, il faut à tout prix éliminer les diagnostics différentiels par la réalisation d'examens paracliniques. Le diagnostic indispensable et le premier à éliminer est avant tout une polyarthrite rhumatoïde du sujet âgé, à début rhizomélique. En effet, il existe 5% des formes de polyarthrite rhumatoïde qui commencent non par des manifestations périphériques, mais qui commencent par des manifestations rhizoméliques des ceintures scapulaires et pelviennes. Il faut alors demander le dosage des facteurs rhumatoïdes et des anti-CCP qui doivent être négatifs et des radiographies ciblées à la recherche d'érosion articulaire présente dans la polyarthrite rhumatoïde et absente dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique. Le second diagnostic différentiel à éliminer est une chondrocalcinose polyarticulaire très fréquente avec l'âge avançant en demandant des radiographies des épaules et du bassin qui ne doivent pas mettre en évidence de liseré de chondrocalcinose. Le troisième diagnostic différentiel à éliminer est un syndrome paranéoplasique ou néoplasique en demandant un scanner thoraco-abdominopelvien, voire un PET scan. Il faut bien entendu éliminer également une cause infectieuse, par exemple une endocardite infectieuse, une vascularite à ANCA, une cause musculaire en demandant le dosage des CPK, mais également une hypothyroïdie, mais ces étiologies sont le plus souvent évidentes cliniquement. On va désormais s'intéresser aux complications de la maladie de Horton. Ces dernières, il faut obligatoirement les rechercher car elles font la gravité de la maladie. Il s'agit de complications vasculaires, ischémiques, brutales et irréversibles. La plus importante à rechercher, car elle peut occasionner une cécité irréversible, est la complication oculaire. Il s'agit d'une névrite optique ischémique antérieure aiguë ou d'une atteinte de l'artère centrale de la rétine ou d'une névrite rétrobulbaire. Il existe le plus souvent des prodromes visuels à type de flou, diplopie ou amorose. Il faut ensuite rechercher les complications neurologiques. À noter que tout AVC associé à un syndrome inflammatoire biologique doit amener à rechercher une maladie de Horton obligatoirement. Enfin, l'ensemble des artères viscérales peuvent être touchées. Il peut donc avoir une atteinte aortique, pulmonaire, des membres inférieurs ou supérieurs, digestive ou rénale. Le PET scan, en plus d'éliminer un syndrome paranéoplésique, permet de rechercher ces complications en mettant en évidence
l'aortite, comme vous pouvez le voir sur les clichés projetés. En effet, voici un PET scan avant traitement. On constate une hyperfixation métabolique intense des artères fémorales, de l'aorte ascendante, des carotides, des temporales, de l'aorte abdominale, des artères sous-clavières et de la bifurcation iliaque. Voici le même patient après 5 mois de traitement par corticoïdes. Vous pouvez constater sur ce cliché que l'inflammation a disparu. Passons maintenant au traitement de ces pathologies. La prise en charge thérapeutique repose avant tout sur 2 phases. Premièrement, une phase d'attaque et deuxièmement, une phase d'entretien et de décroissance. La maladie de Horton est une urgence thérapeutique car on craint, comme je vous l'ai déjà dit, l'apparition de signes oculaires. Le traitement repose sur une corticothérapie prolongée à des dosages différents selon la maladie. Dans la pseudopolyarthrite rhizomélique, la dose de corticoïdes est d'environ 0,3 mg par kilo. Et dans la maladie de Horton, la dose de corticoïdes est de 0,7 à 1 mg par kilo. Il s'agit d'un excellent test thérapeutique, également diagnostique, car la réponse est vraiment spectaculaire. Il s'agit à mon sens de la seule pathologie où la réponse est aussi spectaculaire. Il existe une régression des symptômes en moins de 72 heures et la normalisation du syndrome inflammatoire biologique avec la disparition de l'augmentation de l'AVS et de la CRP en environ 3 semaines. Une fois l'AVS et la CRP normalisées, on peut entreprendre la phase de décroissance. On diminue environ la dose des corticoïdes de 10% tous les 15 jours. Il s'agit d'un traitement prolongé, environ 12 mois de corticothérapie dans la pseudopolyarthrite rhizomélique et environ 24 mois, voire 36 mois s'il s'agit d'une forme très compliquée dans la maladie de Horton. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier les mesures associées à la corticothérapie, telles que le régime pauvre en sucre et en sel, la prévention de l'ostéoporose cortico-induite et, bien entendu, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. En synthèse, il s'agit de 2 pathologies dont la clinique est très évocatrice et suffit le plus souvent. La réponse thérapeutique est spectaculaire, ce qui vient souvent confirmer votre diagnostic. Je vous invite maintenant à apprendre les documents écrits que nous avons préparés pour approfondir vos connaissances. Ces dernières seront ensuite testées par QCM avant la séance d'enseignement dirigé. Vous avez désormais toutes les clés pour bien réussir. Bon travail et à bientôt!